Au Sri Lanka, des milliers de manifestants ont envahi la résidence du président Rajapaksa, contraint de prendre la fuite. Il a annoncé sa démission. Au Japon, les enquêteurs tentent de cerner le profil de l'assassin de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Des objets suspects ont été saisis à son domicile. En Ukraine, l'offensive russe vers la région de Donetsk se poursuit. Les autorités locales disent attendre de nouvelles actions contre plusieurs villes de la région. Après le drame de Melilla fin juin, l'Union européenne et le Maroc s'accordent sur un partenariat rénové afin de combattre les réseaux de traite humaine. Des images qui feront date dans l'histoire du Sri Lanka. Des milliers de personnes ont pris d'assaut samedi la résidence du président Gotabaya Rajapaksa, qui a réussi à prendre la fuite et à être placé en lieu sûr. Sur ces images, on voit les manifestants déambuler dans les couloirs du palais présidentiel à Colombo, se prendre en photo dans une chambre et se baigner dans la piscine de la résidence. Les protestataires réclament avec insistance le départ du chef de l'État qu'ils accusent de mauvaise gestion dans un contexte de profonde crise économique. Je ne me trompe pas en disant que nous avons gagné la lutte aujourd'hui, dit ce manifestant. Nous nous sommes réunis en laissant de côté toutes les différences et nous avons encerclé la maison du président. Et nous attendons maintenant une déclaration de M. Rajapaksa pour dire qu'il a démissionné. Une déclaration qui a fini par arriver. Le président du Parlement a annoncé que le chef de l'État avait pris la décision de démissionner dans 3 jours, le 13 juillet, afin d'assurer une transition pacifique. Également visé par les manifestants, le Premier ministre, dont la résidence a été incendiée après que ce dernier a proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cette colère populaire s'exprime alors que les Sri Lankais subissent l'inflation et de graves pénuries, notamment alimentaires. Beaucoup ne mangent pas leur faim. Il a reconnu avoir assassiné Shinzo Abe. Les motivations de cet homme apparemment sans histoire de 41 ans, ancien membre de la marine japonaise, demeurent floues. Aux enquêteurs, il aurait évoqué les connexions de l'ex-premier ministre japonais avec une organisation probablement religieuse qui serait à l'origine des difficultés financières de sa famille. Lors des perquisitions à son domicile, la police a saisi plusieurs objets artisanaux ressemblant à des armes à feu comme celles utilisées pour commettre son crime. Il s'est par ailleurs renseigné sur Internet sur le meeting de Shinzo Abe dans la ville de Nara. Le chef de la police locale a reconnu des failles dans la protection de l'ex-premier ministre. Je pense, dit-il, qu'il est indéniable qu'il y avait des problèmes avec les mesures de sécurité. Il est urgent que nous menions une enquête approfondie pour clarifier ce qui s'est passé. Samedi, le corps de Shinzo Abe a été rapatrié dans la capitale Tokyo avant des funérailles prévues ce mardi. Shinzo Abe, décédé à 67 ans, était le dirigeant le plus connu sur l'archipel, après avoir régné pendant presque 9 ans, un record de longévité au pouvoir pour un Premier ministre japonais. Il est mort alors qu'il faisait campagne pour les élections sénatoriales qui avaient lieu ce dimanche, un scrutin particulier dans un Japon endeuillé. L'armée russe poursuit son offensive vers l'ouest de l'Ukraine. Après 4 mois et demi de guerre, les bombardements s'intensifient encore. Les forces russes qui ont annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Louhansk visent désormais celle de Donetsk. Elles occuperaient ainsi l'ensemble du bassin minier du Donbass, contrôlé en partie depuis 2014 par des séparatistes soutenus par Moscou. Selon les responsables locaux, l'armée russe est en train de reconstituer ses troupes pour pouvoir enclencher de nouvelles actions, notamment à Sloviansk, Kramatorsk ou Bakhmout. En une seule journée, la Russie a frappé Mykolaiv, Kharkiv, Kryvyi Rih, les communautés de la région de Zaporizhzhia. Elle a frappé des zones résidentielles de manière tout à fait délibérée, des maisons ordinaires, des personnes. Il y a des victimes, des morts, des blessés. Les frappes brutales de l'artillerie russe dans le Donbass ne cessent pas un seul jour en direction de Sloviansk, Bakhmout, Avdiivka.
De telles actions terroristes ne peuvent vraiment être arrêtées qu'avec des armes modernes et puissantes. Un appel à la solidarité des Occidentaux, entendu par le président du Sénat français en visite à Kiev ce samedi. Gérard Larcher a affirmé que l'effort de Paris concernant les livraisons d'armes continuerait. Mais alors que les Occidentaux tentent toujours d'apparaître soudés, la Russie organise une cérémonie de remise de médailles à ses soldats en territoire ukrainien. Le vice-ministre de la Défense s'est rendu quelque part dans la région de Louhansk. Une façon d'affirmer que ce territoire est sous leur contrôle, et pour un long moment. À l'aéroport de Budapest en Hongrie, malgré certains retards d'avion, le trafic de passagers est plutôt fluide et les performances restent bien meilleures que dans d'autres terminaux européens. Reste qu'ici, comme ailleurs dans le monde, le secteur aérien a été très impacté par la crise du Covid. Il compte 2,3 millions de travailleurs de moins qu'en 2019 et la main-d'œuvre restante fait de plus en plus souvent grève pour obtenir des augmentations de salaire. Nous sommes notamment confrontés au défi des sociétés d'assistance en escale. Elles sont toutes partenaires des compagnies aériennes. Ce sont elles qui s'occupent de l'enregistrement, de l'embarquement et du traitement des bagages, entre autres choses. C'est le cas ici en Hongrie, mais surtout à l'international, où la pénurie de main-d'œuvre est très importante, surtout concernant les bagagistes. Et bien sûr, si vous n'avez personne pour entretenir l'avion, il aura du retard. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, les transporteurs font face à de nombreux défis pour répondre à une demande en forte hausse, principalement à cause de difficultés à recruter. La situation est notamment très chaotique au Royaume-Uni et pas seulement à cause de la pandémie. La situation est bien pire au Royaume-Uni à cause de la politique stupide du Brexit. Là-bas, ils ne peuvent plus recruter de jeunes Européens pour faire le travail que les Britanniques ne veulent pas faire. Je pense donc que les aéroports britanniques continueront à manquer de personnel et que nous souffrirons encore de nombreux retards dans le contrôle du trafic aérien dans les aéroports. Dans les aéroports parisiens, la situation semble à peu près sous contrôle. Les employés ont voté vendredi matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales in extremis avant le début de l'affluence des grands départs en vacances. L'Union européenne et le Maroc ont lancé ce vendredi un partenariat amélioré afin de combattre les réseaux de traite humaine. Objectif notamment contrer l'émergence de nouveaux modes opératoires extrêmement violents adoptés par les passeurs. L'accord a été scellé lors d'entretiens à Rabat entre la commissaire européenne aux affaires intérieures, le ministre marocain de l'Intérieur et son homologue espagnol. Nous devons nous féliciter des réunions tenues et des conventions signées pour expliquer nos travaux mutuels. Nous avons à cœur de gérer le dossier de la migration clandestine. Nous continuons à travailler en profondeur pour lutter contre les réseaux criminels qui utilisent la violence et exploitent les migrants. Ce partenariat renforcé devrait couvrir notamment le soutien à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération policière, ainsi qu'avec les agences de l'Union européenne chargées des affaires intérieures. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons continuer à coopérer pour lutter contre les passeurs et empêcher que ne se reproduisent des situations aussi violentes et dangereuses que celles que nous avons connues il y a 2 semaines. Fin juin, 2000 migrants en situation irrégulière avaient tenté de forcer le passage vers l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain. La tentative avait fait 23 morts parmi les migrants selon les autorités marocaines, au moins 37 selon des ONG. En Bosnie-Herzégovine, une parade de motards en mémoire des victimes du massacre de Srebrenica. C'était il y a 27 ans, du 11 au 16 juillet 1995. Plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques de la région furent exécutés par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie. Les restes de 50 victimes doivent être enterrés ce lundi à Potocari. Un lac sans eau en Roumanie confronté à une grave sécheresse. Un nouveau témoignage des effets dévastateurs du réchauffement climatique. Près de la ville de Iași, la baisse du niveau de l'eau impacte directement la faune, notamment les nombreuses espèces d'oiseaux qui viennent nicher et se reproduire dans la région. Elena Rybakina sacrée à Wimbledon, la joueuse kazakh de 23 ans a décroché le premier titre de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem face à Ons Jabeur. Cette finale avait pourtant commencé à l'avantage de la Tunisienne numéro 2 mondiale, victorieuse du premier set 6-3.
Mais Elena Rybakina, 23e joueuse au classement WTA, a su renverser la tendance et empocher les 2 derniers sets. Score final, 3-6, 6-2, 6-2. Elle devient ainsi la première joueuse kazakh à inscrire son nom au palmarès de Wimbledon et du tennis mondial.